Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors il y a 3 grands mystères dans cette deuxième vague. Le premier, c'est justement la vitesse du reflux de décontamination et même des hospitalisations. Oui, une baisse fulgurante. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre à 500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4838, alors que nous sommes au pic. Nous sommes donc en dessous. Il y a donc bien là un mystère. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ? Eh bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit, et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Alors quid du couvre-feu? C'est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, 10 jours après le début du couvre-feu, mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Étienne. Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis il y a une 4e hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Alors Alain Houpert, tout va pour le mieux dans la meilleure des guérisons ? Oui, c'est toujours grâce au gouvernement, mais tout à l'heure j'écoutais les orateurs précédents. Un des orateurs disait qu'on pouvait tracer le virus dans les eaux usées. Et, la décroissance de la courbe de Gauss, comme toutes les infections virales, s'est faite bien avant la deuxième phase du confinement. Donc, ça prouve que le confinement n'est pas responsable de la baisse. C'est ça. C'est pas lui qui le gouvernement se dédouane encore. C'est pas de la faute du gouvernement, c'est toujours de la faute des Français. Oui, c'est ça. Et c'est à chaque fois. Alors oui, vous avez fait des efforts, mais c'est vous qui avez. Alors plus intéressant, si l'on veut, il dit ceci. Il dit 2 choses. Il dit le gouvernement et le Parlement. Alors écoutez ce qu'il dit sur les conditions des personnes contaminées, et il dit qu'il faut aller un peu plus loin. Écoutez. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Alors justement, Alain Houpert, je voudrais, le docteur Kirszak a tweeté ceci. Alors et maintenant l'isolement sous contrainte pour le Covid-19, répété 2 fois dans le discours hier d'Emmanuel Macron. Changement fondamental des droits des patients et libertés. Et si l'on testait plus vite pour s'isoler plus vite? L'enjeu est là. Qu'en pensez-vous? Alors il dit voilà, il faut isoler, même de manière contraignante. Oui, peut-être, mais... Il a parlé une seule fois du Parlement et de la démocratie. La démocratie parlementaire, selon Emmanuel Macron, c'est plutôt une chambre d'enregistrement. C'est une chambre froide. On y stocke les denrées dont on pense pouvoir se servir, mais pas tout de suite, juste pour les conserver sans qu'elles s'abîment. Prévoir les conditions d'isolement, demander ça aux parlementaires. Est-ce qu'il va faire des camps d'internement? Ça me rappelle les journées sombres, vous vous souvenez, du sida, où on prenait peur. On n'est pas dans une épidémie de peste. Ce sont les gens qui ont le Covid, ce sont nos voisins, nos enfants, nos parents. On doit être plein d'attention, on doit respecter le geste barrière, mais isoler. Je lisais le dernier livre d'Éric Orsena sur les cochons, avec un merveilleux livre qui écrit très bien. Il disait la plus grande honte de l'humanité, c'est de ne pas aller voir ses aînés quelque temps avant de mourir.
Oui, c'est vrai que ce côté contraignant est quand même... et il le dit d'ailleurs, je voudrais passer cette chose, l'isolement, on l'a dit, du point de vue contaminé. Et puis, alors, il se met à parler aussi, évidemment, il parle de tout, et il parle du vaccin. Et alors, pour le vaccin, voici ce que dit Emmanuel Macron. Nous commencerons vraisemblablement, dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Alors je vais vous dire quelque chose, Alain Aupert, avant que vous l'interveniez. Nous devions le passer en sa balance, mais nous allons le passer maintenant. C'est ce que disait quand même de façon tout à fait étonnante Odile Launay sur une radio concurrente le 23 novembre. Odile Launay est infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Voici ce qu'elle disait mot pour mot. On va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications, pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. En même temps que la vaccination va se mettre en place, une surveillance se mettra en place aussi sur les aspects de sécurité et d'efficacité. Mais je reviens à ça, pour lesquels on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Je rappelle, et vous le savez, Alain Aupert, que certains laboratoires on dit aux États, écoutez, on ne prend pas de responsabilité des effets secondaires ou des dommages collatéraux. Et puis deuxièmement, le directeur, le patron, le médecin en chef de Moderna, l'un des laboratoires qui va fabriquer les vaccins, a dit attention, on n'est pas sûr que ça va arrêter la transmission du vaccin. Alors moi, je ne suis pas du tout anti-vaccin, je pense que vous non plus. Enfin, ça pose quelques problèmes, ça. Il a parlé de sécuriser la quantité des vaccins. Moi, je préfère qu'on sécurise la qualité des vaccins. Parce que jusqu'à présent, les vaccins de la grippe, c'est des virus inactivés ou atténués. Oui. Mais là, on va vers une autre phase de vaccins qui sont des vaccins à base d'ARN messager, qui vont prendre part dans notre code génétique et puis prendre le contrôle de nos cellules pour fabriquer une protéine spécifique au coronavirus. Là, on est dans ce qu'on appelle la thérapie génique qu'on utilise pour les malades atteints gravement de cancer. Là, on l'utilise parce que c'est le dernier recours. Mais là, je trouve qu'on va un peu vite. On va très vite. La médecine, c'est l'art de travailler avec le doute, avec prendre des risques. Et là, je pense qu'on va très vite. Imaginez, on est quand même dans un pays où il y a une méfiance vis-à-vis des vaccins. Souvenez-vous du vaccin contre l'hépatite B. Monsieur Kouchner l'avait interdit parce que soi-disant que ça donnait des scléroses en plaques. Ça a jeté un froid dans la population. C'est vrai. Là, on va et la dengue, le vaccin contre la dengue, oui. La dengue. C'est le Deus machina pour s'en sortir. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Il faut, on connaît maintenant ce virus. On sait le traiter. Et on occulte complètement le scandale du Remdesivir de la semaine dernière. On l'occulte complètement. Oui. On occulte complètement le fait qu'on peut encore traiter, parce qu'on n'a jamais écouté le professeur Raoult. Je ne veux pas passer pour un complotiste. Non. Mais il y a des choses simples qui marchent. Sans être complotiste. On sait traiter. Ouais. On sait maintenant, on a appris en réanimation. On a appris beaucoup de choses sur la première phase. Voilà. Donc, dire que le vaccin c'est la seule non, ce n'est pas la seule solution. Il y a d'autres solutions. On va en parler ensemble encore, Alain Aupert, on va rester ensemble. Mais je rappelle simplement pour l'histoire de Remdesivir, c'est quand même extraordinaire. Le 23 septembre, Gilead apprend le résultat négatif de l'essai Solidarity sur le Remdesivir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, lui donne. Le 8 octobre, c'est-à-dire 15 jours après avoir appris le résultat négatif, il signe pour 1,1 milliard d'euros avec l'Agence européenne du médicament. C'est quand même énorme. Oui, il y a eu ça. On verra si c'est un scandale d'État ou européen. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et il ne faut pas envoyer les gens comme ça. Bien sûr que le vaccin et les vaccins ont prouvé, certains vaccins sont extrêmement importants. C'est un grand espoir. Et justement, il ne faut pas le gâcher. Toutes ces annonces sont assez vertigineuses. Alors, pour bien comprendre, nous sommes avec Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Bonjour. Bonjour. On le disait à l'instant, ces candidats vaccins sont toujours en phase d'essai. Est-ce que la communication ne va pas trop vite ? Alors, la communication va très vite, mais en même temps, elle est très attendue, puisqu'on sait que le vaccin sera probablement une des façons de nous sortir de la crise. Donc, on attendait ces résultats. Ils arrivent les uns après les autres. Ces essais ont tous commencé à peu près dans la même période, au mois de juillet. Donc, il était attendu d'avoir ces données à peu près dans la même période de temps. Mais c'est vrai que ça va vite et que il va falloir qu'on voit comment ces vaccins vont être disponibles, mais probablement assez rapidement. Alors, d'ores et déjà, Pfizer a déposé une demande d'autorisation aux États-Unis où
On dit que le vaccin pourrait être distribué avant la mi-décembre, c'est-à-dire dans 3 semaines à peu près. L'Europe parle de la seconde quinzaine de décembre. Est-ce qu'on ne confond pas vitesse et précipitation ? Alors, il est une chose d'avoir ces premiers résultats. Une autre sera que les agences réglementaires, l'EMA pour la France, pour l'Europe, puissent avoir toutes les données et permettre de donner des autorisations pour ce premier vaccin, qui est le vaccin de Pfizer et BioNTech, en fonction des données qui vont être dans le dossier. Donc, ils vont comporter bien sûr les données qui ont été communiquées, mais également des données très détaillées sur la sécurité. Et en fonction de ces données, le vaccin va être ou non autorisé. Et est-ce qu'on aura assez de recul ? Parce que par exemple, sur les effets secondaires, on n'en sait rien en fait. Pour les effets indésirables, donc ce qui a été demandé, c'est d'avoir au minimum 2 mois de recul en médiane, c'est-à-dire la durée médiane de suivi des participants dans ces essais. C'est très court, évidemment, mais ça veut dire qu'il y a des vaccins qui seront déjà sur le marché, qu'on aura commencé à vacciner sans avoir les résultats. Ah non, on aura ces données. Ce qui a été demandé, c'est ces données sur 2 mois. Donc on aura ces données sur 2 mois. Bien sûr, 2 mois, c'est court. Et donc ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie, pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccin. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer les gens qui sont le plus à risque de faire des formes sévères. Mais on ne saura pas non plus combien de temps ces vaccins seront efficaces. Alors, on va avoir ces données-là progressivement. On commence à avoir des données sur la persistance de la protection que confère l'infection. Et donc, on sait maintenant que probablement que on est protégé plus longtemps que ce qu'on pouvait penser avec une première infection. Donc, de la même façon, on va avoir les données sur la protection conférée par le vaccin au fur et à mesure. C'est pas parce que le vaccin va être autorisé qu'on va commencer à l'administrer qu'on va arrêter toute surveillance. Il y a bien évidemment, en même temps que la vaccination va se mettre en place, une surveillance extrêmement soigneuse qui va se mettre en place à la fois sur les aspects de sécurité et sur les aspects d'efficacité de la vaccination. Une toute dernière question, Odile Launay. À l'arrivée, est-ce que chacun d'entre nous pourra choisir son vaccin ? Parce que quand on voit les différences, on se dit moi je veux plutôt celui qui a 95%. Alors je pense que on va avoir très probablement plusieurs vaccins, en tous les cas c'est vraisemblable, et il faut qu'on puisse connaître mieux ces vaccins et puis déterminer finalement quelles sont les populations qui vont bénéficier le plus de tel ou tel vaccin. Je pense que ça va être compliqué de dire aux Français vous allez choisir, parce que je vois pas sur quels critères ils vont choisir. Donc, le choix va plutôt se faire par les autorités de santé, en particulier par la commission technique des vaccinations qui au niveau de la haute autorité de santé a la responsabilité d'édicter ces recommandations. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage passionnant. Merci Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19.